Dans cette vidéo, on va voir quelles options on a pour développer l'autodiscipline chez les enfants. Donc la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi on continue d'être des contrôleurs alors que ça ne fonctionne pas. Et bien c'est parce qu'on a peur. On croit que soit on a le pouvoir, soit c'est eux qui ont le pouvoir. Comme si la seule autre solution c'était la permissivité. Donc on préfère être autoritaire plutôt que permissif. C'est plus rassurant d'avoir le pouvoir. Et je l'ai encore remarqué l'autre jour chez l'ophtalmo, j'accompagnais ma fille et à un moment, l'ophtalmo lui a dit « c'est moi le chef ». Alors je l'ai vite noté parce qu'en plus j'étais en train de préparer cette vidéo, donc voilà, ça me parlait. Et 2 minutes plus tard, je me suis demandé mais pourquoi je lui ai dit ça au fait? Parce que ma fille n'avait pas du tout cherché à imposer quelque chose. Donc en fait, elle avait juste besoin de lui montrer que c'était elle qui avait le pouvoir. Donc beaucoup d'adultes fonctionnent comme ça. Thomas Gordon a commencé à faire des formations pour les enseignants et les parents en 1962 et pour les entreprises aussi. Donc son approche, elle modifie la conception de la discipline et de l'autorité. Au lieu de faire obéir, exiger, permettre, établir des limites, priver, discipliner, restreindre, punir, interdire, défendre, imposer, enfin j'ai même plus assez de doigts, dans son approche, l'adulte s'applique à faciliter, conseiller, écouter, comprendre, négocier, aider et résoudre le problème. Donc il donne l'exemple d'une enseignante qui avait un souci au moment de rentrée de récréation. Les enfants ne se mettaient pas en rang, ou en tout cas très bruyamment, et tous les jours elle perdait beaucoup de temps pour remonter en classe. Et un jour, donc elle criait, elle s'énervait. Et un jour, elle leur a dit, je me sens pas bien, quand je m'énerve comme ça, ça va pas, j'aimerais qu'on trouve ensemble une solution pour que ça fonctionne mieux. Et le fait d'inclure en fait les enfants, de leur permettre d'être autonomes et de choisir une décision ensemble, en fait ça a débloqué cette situation puisque ces élèves lui ont proposé qu'à la sonnerie, ils montraient, sans forcément être en rang, mais ils montraient calmement les escaliers jusqu'à leur classe. Et elle les rejoignait en partant de la salle des profs, qui était à un autre endroit apparemment, et du coup ils se retrouvaient dans la classe calmement. Et du coup les enfants étaient contents parce qu'elle leur avait fait confiance, ils étaient autonomes et ça se passait beaucoup mieux. Et ça m'a fait penser quand j'étais enseignante en CE2, le matin en fait les enfants pouvaient arriver entre 8h15 et 8h30 et dès que j'arrivais à l'école, je mettais un feu vert en bas dans la cour et ça leur permettait, c'était un petit signal pour leur permettre de savoir que c'est bon, j'étais arrivée. Et quand il y avait le feu vert, ils pouvaient monter librement dans la classe. Ils avaient aussi le choix de rester dans la cour jusqu'à 8h30, jusqu'à la sonnerie. Mais en fait, le fait de fonctionner comme ça leur permettait d'être autonomes. Ils montaient dans le calme. En 1 an et demi, j'ai jamais eu un seul souci. Ils ne faisaient pas du tout de bruit. Contrairement au retour de récréation où là on remontait tous ensemble. Voilà, là ils pouvaient monter quand ils l'avaient décidé, donc dans ce quart d'heure-là évidemment. Et ils arrivaient en classe de manière échelonnée et entraient en classe dans le calme. Et voilà, la journée pouvait se poursuivre dans le calme. Donc cette autonomie, en fait, ils l'appréciaient beaucoup. En formation, Thomas Gordon s'est rendu compte que les parents décrivaient le comportement de leurs enfants en bien et en mal. Ils se comportent bien, ils se comportent mal. On le fait avec les enfants. Mais est-ce qu'il y a des adultes, pour des adultes, on se permettrait de dire « Oh là là, t'as vu comme mon mari s'est mal comporté ce soir ?» Ou « Oh, j'ai une de mes invitées qui s'est vraiment mal conduit. » Ben non, on ne le fait pas pour les adultes. Donc c'est vraiment que pour les enfants où on dit qu'ils ont eu un mauvais comportement. Encore une preuve de la vision dominatrice des adultes par rapport aux enfants. C'est un jugement de valeur parce que quand les enfants font quelque chose qui nous déplaise, c'est pas pour nous embêter qu'ils le font, c'est parce qu'ils ont besoin de satisfaire un besoin. Et nous, on colle une étiquette sur leur comportement, alors que l'enfant, lui, il s'occupe juste de satisfaire son besoin. Donc, quand on se met à faire la distinction entre les effets de son comportement sur moi, ce que moi je ressens quand il se comporte comme ça, et son comportement,
et ben, notre attitude change. On commence à voir leurs actions comme de simples comportements pour satisfaire leurs besoins. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Il n'essaie pas de faire quelque chose à l'adulte, mais plutôt pour lui-même. Donc cette distinction est fondamentale. Thomas Gordon parle d'une fenêtre à travers laquelle on observe les comportements des enfants. Donc il y a des comportements qu'on trouve acceptables et d'autres non. Donc dans sa fenêtre, en fait, il y a trois endroits. Donc tout en haut, c'est au milieu, plutôt, on va commencer par le milieu, c'est la zone sans problème. Donc la zone sans problème, c'est le comportement de l'enfant ne pose pas de problème ni à l'enfant ni à l'adulte. Aucun problème. En dessous, c'est quand le problème appartient à l'adulte. Le comportement de l'enfant pose un problème à l'adulte. Par exemple, s'il fait du bruit pendant qu'on est au téléphone, ou s'il joue alors que c'est l'heure de partir, ou s'il rentre dans la maison avec ses chaussures dégoûtantes. Voilà, donc ça c'est quand le problème appartient à l'adulte, c'est tout en bas. Et tout en haut, c'est quand le problème appartient à l'enfant. Donc le problème de l'enfant le comportement de l'enfant pose un problème à l'enfant. Pour résumer, il y a deux genres de problèmes. Quand le problème appartient à l'enfant ou quand le problème appartient à l'adulte. Donc j'ai eu l'exemple tout à l'heure, ma fille a voulu sortir dehors très très vite et pour gagner du temps, elle a mis ses petites ballerines. Sauf qu'aujourd'hui, il pleut à seau. Donc là, premier réflexe, ça a été de lui dire non, c'est pas possible, tu peux pas sortir avec ces chaussures-là. Et après, je me suis dit, mais en fait, le problème lui appartient. Surtout que c'est que pour 5 minutes, ces chaussettes n'auront pas le temps d'être trempées en 5 minutes, donc après tout, pourquoi pas. Et c'était justifié, elle voulait vite se dépêcher pour rejoindre son ami dehors. Donc quand le problème appartient à l'enfant, je pense que c'est déjà important de faire la différence, à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, de se dire, est-ce que ça c'est un problème qui m'appartient ou est-ce que c'est un problème qui lui appartient. Déjà avoir conscience de ça, ça peut aider. Alors, quand le problème nous appartient, il y a plusieurs solutions. Thomas Gordon en cite plusieurs. Donc la première, c'est de découvrir le besoin de l'enfant. Quand un bébé pleure, on aimerait qu'il ait la parole pour pouvoir nous expliquer son besoin. Et on va chercher, tant qu'on n'aura pas trouvé, on va chercher. D'ailleurs, ces pleurs vont nous donner envie de trouver la solution. Mais quand l'enfant grandit, je trouve qu'on est moins à son écoute, enfin en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, j'étais moins à l'écoute de mes filles, et puis je me disais qu'elles avaient trop de besoins tout le temps. Alors, le bébé, on se pose pas de questions, on va répondre à son besoin. Mais à l'enfant, on va lui dire non, t'as pas besoin de ça tout de suite, tu peux attendre. Et nous, en tant qu'adultes, en fait, on aime bien aussi que nos besoins ils soient satisfaits. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas attendre et j'aime bien que mes besoins soient satisfaits. Donc, c'est normal que l'enfant, lui aussi, réagisse comme ça. Donc, déjà, la première solution, c'est de découvrir son besoin. Ensuite, donc il y en a plusieurs, mais ça peut être de faire un échange. Par exemple, un petit qui a envie de jouer avec notre paire de chaussettes, la paire de bas, la toute fine, et il s'amuse à tirer dessus, il explore, donc, ce qui est tout à fait normal quand ils sont petits. Mais nous, on se dit, oulala, ça me pose un problème, c'est que moi, ma paire de bas, elle est toute neuve, je viens juste de l'acheter et j'ai pas envie qu'il y ait un trou. Donc, ce qu'on peut faire, c'est lui proposer un échange. On lui donne celle qui a déjà des trous, parce que lui, ça l'empêchera pas d'explorer. Mais dans ce cas de figure-là, son besoin sera respecté, et le nôtre aussi. Une autre solution, c'est de modifier l'environnement. On peut changer l'environnement, c'est plus difficile de changer l'enfant. Donc si on veut, par exemple, on a des verres auxquels on tient vraiment et notre enfant met la table, voilà, parce qu'on tous les midis, on a envie de développer son autonomie, qui participe aux tâches à la maison, donc voilà, il met la table tous les midis, sauf que nos verres, on y tient comme la prunelle de nos yeux, et on n'a vraiment pas envie qu'il les casse. Là, c'est pas logique. Je veux dire, on met des verres auxquels on tient moins, et ceux qu'on aime beaucoup, on les réserve pour d'autres occasions. Donc voilà, c'est tout bête, mais c'est important de modifier l'environnement, parce que l'enfant ne peut pas le changer, lui. Une autre solution, quand on a un problème qui nous appartient, c'est un message en je, sans reproche ni jugement. Par exemple, quand tu mets autant de temps pour te préparer le matin pour partir à l'école, j'arrive en retard au travail. Ou alors, lorsque le volume de la télé est trop élevé, je ne peux pas parler avec papa. Et c'est vrai qu'on a tendance tout de suite à dire « c'est trop fort, baisse le son ». Mais quand on fait ça, les enfants n'ont pas envie en fait
de nous faire plaisir. Alors que quand on parle de notre besoin en parlant jeu, hein, on l'a déjà vu, eh ben, ça fonctionne beaucoup mieux. On dit à un enfant, tu as réussi à me faire mal à la tête, tu te comportes mal. En fait, on juge son comportement, on émet un jugement. Alors que quand on commence nos phrases par je, on prend la responsabilité du problème qui nous appartient. Et ça invite l'enfant à modifier son comportement de lui-même. Parce que quand avec nos tu, ça les pousse à résister, à être sur la défensive, et ça les empêche d'avoir une bonne estime de soi. Et en plus, ça veut dire qu'on fait porter aux autres la responsabilité de nos sentiments. Donc, quand avec le je, on est sur un pied d'égalité. Et les enfants voient plus ça comme un appel à l'aide et ont envie de modifier leur comportement pour respecter nos besoins. Voilà, le fait de proposer des solutions très rapidement, ils n'ont pas envie en fait de le faire. Et c'est à eux de trouver la solution. Nous, on a juste à parler de notre besoin qui n'est pas satisfait. L'autre jour, par exemple, j'étais dans le canapé en train de lire et Agathe a voulu mettre de la musique. Et donc tout de suite, je lui ai dit c'est trop fort, baisse. Voilà, c'est un réflexe. Et comme j'étais en train de préparer cette vidéo, j'ai voulu rectifier le tir. Et je lui ai dit je ne peux pas lire, je ne peux pas me concentrer sur mon livre, je ne peux pas lire avec ce bruit. Et du coup, sans lui proposer de solution. Et d'elle-même, elle m'a dit, j'ai vu sur son visage qu'elle cherchait une solution pour respecter mon besoin. Et elle m'a dit, si tu veux, je peux baisser d'un cran. Donc voilà, j'étais contente, ça avait fonctionné. Et quand on n'émet pas de jugement et qu'on laisse l'enfant chercher la solution, ça évite beaucoup de conflits. Une autre des solutions, c'est d'anticiper pour que notre besoin soit respecté. Si par exemple, à chaque fois qu'on parle des grands-parents, ça se passe mal, on peut dire, juste avant d'y aller ou la veille, j'aimerais que quand on part de chez papy-mamie, ça se passe dans le calme et dans de meilleures conditions. Parce que souvent, il y a une situation qui se reproduit plusieurs fois, qui nous dérange, mais on ne prend pas forcément le temps de revenir dessus à froid et d'expliquer à nos enfants que voilà, on aimerait que ça se passe autrement. Donc le fait d'anticiper aussi, ça peut aider. Une autre solution, quand l'enfant a l'impression qu'on se moque de ses propres besoins, c'est de faire preuve d'empathie, d'être un peu plus à son écoute. Et là, ça me fait sourire parce que l'autre jour, Agathe m'a dit pourquoi moi, ce sont toujours des envies que j'ai et toi, c'est toujours des besoins que tu as. Et là, je me suis prise une claque, hein, c'est clair, elle avait raison. Et en plus, je parle beaucoup à la maison de mes vidéos, enfin voilà, de tout ce qu'on découvre, de tout ce que je découvre et que je partage avec mon mari. Et elle a bien, d'ailleurs, elle écoute aussi souvent mes vidéos. Et le souci, c'est que elle me loupe pas. Et elle a bien raison. Comme ça me remet sur le droit chemin. Une autre solution encore, c'est de résoudre le conflit par une solution gagnant-gagnant. Donc, si par exemple l'enfant a un besoin, nous on en a un autre et que c'est pas compatible, on ne va pas laisser tomber. On peut, surtout quand c'est un problème régulier, voilà, quelque chose qui revient souvent et qui nous gâche la vie, on va prendre le temps de définir ensemble le problème. On énumère des solutions, on les évalue et on choisit ensemble une solution acceptable pour nous deux. Une autre solution, c'est d'identifier le sentiment premier à la colère. Je m'explique. Quand on est en colère, souvent, cette colère elle a été déclenchée par un autre sentiment. Ça peut être l'embarras, la déception, la peur. Parce que la colère, c'est contre une personne. Mais quand on prend conscience qu'on a eu un premier sentiment avant, je trouve que ça aide à redescendre plus vite en pression. Parce que je prends l'exemple, ça vous est tous arrivé en voiture, quelqu'un qui vous grille la priorité. Alors moi, quand ça m'arrive, je peux être un peu violente dans mes paroles, ça dépend si mes filles sont dans la voiture ou pas. Mais quand je suis toute seule, je vais m'énerver et puis dire oui, tu peux pas faire attention, tu sais pas conduire. Et en fait, donc là je suis dans un message en tu, hein, le tu, et j'ai envie de punir l'autre, qu'il se sente coupable de m'avoir fait peur. Mais quand on prend conscience qu'il y a eu un autre sentiment avant la colère, je trouve que ça aide à faire redescendre la colère plus vite. Comment on peut faire pour éliminer ou éviter les messages de colère contre les enfants? En fait c'est ça, c'est en prenant conscience qu'on a ressenti un autre sentiment avant et qu'on a eu des besoins frustrés. Voilà, donc depuis que j'ai pris conscience de ça, je me mets moins en colère, ou en tout cas, peut-être pas moins, mais moins longtemps. Voilà, donc ça m'a beaucoup apporté. J'espère que maintenant vous en aviez peut-être déjà conscience, mais en tout cas, pour ceux qui
qui n'en avaient pas encore conscience. Voilà, j'espère que ça va vous aider à redescendre plus vite comme moi ça m'a aidé. Dans la prochaine vidéo, on verra comment les messages en « je » changent l'émetteur.